BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Il est 15h et comme tous les jours, on va parler de crypto, répondre à vos questions spécifiquement dans cette émission avec mon équipe de choc, Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360, Crypto-360. Bonjour Morgane, ravie de vous retrouver dans l'émission. Stéphanie Fra est également avec moi, senior manager chez CoinHouse. Bonjour Stéphane. Bonjour Sandra. Vous nous posez toutes vos questions, vous le savez, de la plus simple à la plus complexe, la plus technique sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. On y répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. Mais avant de venir sur ces questions-réponses, on fait un tout petit point actu avant toute chose pour cette réunion de la Banque Centrale Européenne à Francfort. Aude Kersulek, vous êtes sur place pour BFM Business. Pas de surprise, Aude, pour cette réunion? Pas de baisse de taux, pas de mouvement sur les taux cet après-midi. Comme c'était largement attendu, c'est le statu quo qui l'a emporté avec le taux directeur qui reste donc à 2% pour la zone euro. Un communiqué d'ailleurs très peu disant de la part de la BCE, très court, qui n'indique rien comme d'habitude sur les mouvements à venir. En revanche, c'était une réunion de mise à jour des prévisions économiques. Alors sur l'inflation, ça a très peu bougé. On est toujours sur des prévisions sur les 3 prochaines années qui tournent autour de l'objectif de la BCE, les 2% de hausse de prix, comme quoi il n'y a pas de gros défis majeurs ou de gros risques qui est vu maintenant pour la BCE. Sur les prévisions de croissance, ça a été légèrement relevé pour cette année à 1,2% pour 2025. Alors est-ce l'effet de l'accord commercial États-Unis-zone euro, ou peut-être des premiers stimulus aussi budgétaires qui avaient été décidés en début d'année? En tout cas, Christine Lagarde est en train de s'exprimer et de répondre aux questions. Merci Aude Kersulek depuis Francfort pour BFM Business. Tout de suite les questions-réponses. BFM Business, BFM Crypto, le club. Et notre première question vient de toi, Bran. Ce sera pour vous, Morgane. Bonjour, juste pour vous demander des informations concernant, alors j'aime bien la formulation, les pièces de crypto-monnaie Bitcoin que j'ai achetées depuis plusieurs années. Je ne sais pas exactement comment les utiliser. Pouvez-vous me donner plus d'informations sur ce sujet, Morgane? Oui, moi la première question que je poserais à cet auditeur, c'est est-ce qu'il a choisi la voie de la centralisation, c'est-à-dire est-ce qu'il a fait confiance à une plateforme d'achat pour acheter ses Bitcoins, ou est-ce qu'il a choisi la voie de la souveraineté? S'il a fait appel à une plateforme d'achat, moi, mon premier réflexe, ce serait de regarder est-ce que cette plateforme est toujours là. Je sais que c'est bizarre de dire ça comme ça, mais FTX a quand même eu quelques problèmes, a fermé en fait du jour au lendemain. Il y a eu d'autres plateformes en Europe qui ont fermé du jour au lendemain. Donc, est-ce que mes bitcoins déjà sont en sécurité sur la plateforme sur laquelle j'ai fait mon achat, tout simplement. Ensuite, si j'ai choisi la souveraineté, c'est-à-dire que j'ai un portefeuille de type froid ou de type chaud sur lequel mon bitcoin est-ce que j'ai toujours accès aussi à mon bitcoin? C'est-à-dire, est-ce que j'ai mon mot de passe, si c'est un ledger, le pionnier français, ou est-ce que j'ai mes 24 phrases de récupération? Si c'est le cas, eh bien, je sais déjà que mon Bitcoin est en sécurité. Je suis OK avec le fait que je suis souverain dans un cas et je ne suis pas souverain dans l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai mes clés privées quand j'ai un portefeuille, tout simplement. Les clés privées, de nouveau, je rappelle quel est le but d'avoir ces clés privées, c'est de prouver ma propriété sur la blockchain. Avec mes clés privées, je peux dépenser mon Bitcoin. Et ça, c'est capital. Quand je fais appel à une plateforme centralisée, je lui fais confiance et elle prend en custodie pour moi ces fameuses clés privées. Première chose, où sont mes Bitcoins? Est-ce que je suis propriétaire ou pas? Et est-ce que tout va bien? Si c'est le cas, ensuite, on peut s'intéresser à qu'est-ce que je peux faire avec mon Bitcoin. Eh bien, par exemple, une des grosses plus-values, c'est d'être souverain de son argent, donc être propriétaire à 100% de mes fonds, en dehors du système financier traditionnel bancaire. C'est de l'argent qui est insaisissable, inviolable. On ne peut pas venir vous saisir cet argent et ça, c'est une grosse plus-value. Mais l'autre chose que je peux faire très concrète, c'est faire des transactions, forcément de personne à personne. Je peux aussi utiliser mon Bitcoin pour acheter aujourd'hui des biens et des services. C'est aussi une possibilité. Attention à l'aspect de taxation, effectivement, si j'utilise mon Bitcoin pour ça. Mais on peut faire beaucoup de choses. Ce qui est intéressant chez nous, c'est que notre marché ne dort jamais. On peut faire des transactions 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et on ne doit pas acheter un Bitcoin entier, je le rappelle, mais on ne doit pas envoyer un Bitcoin entier non plus. En fait, un Bitcoin, il est divisible en un Satoshi. Et donc, je peux envoyer des petites parts de Bitcoin partout dans le monde à la personne de mon choix. Et ça, c'est une grosse plus-value de notre secteur aussi. Ce que je pourrais faire aussi avec mon Bitcoin, eh bien, c'est générer des intérêts.
par exemple, dans le monde de la DeFi, alors ce ne sera pas du Bitcoin natif, mais plutôt du wrap Bitcoin ici, par exemple sur une plateforme comme Aave qui permet de faire des prêts et emprunts. Et puis, je pourrais aussi très bien garder la possession de mes actifs, mais faire un prêt contre mon Bitcoin, par exemple. Et ça, c'est le fameux prêt lombard dont on a déjà parlé dans cette émission, qui permet de garder mes Bitcoins, je les donne à une banque et je vais recevoir de la liquidité sur mon compte IBAN français. Ça, c'est une autre option. Donc, en fait, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui avec du Bitcoin. Alors, ce ne sont pas des pièces de Bitcoin. Ça, c'est intéressant, cette question, la manière dont elle a été tournée. C'est comme de l'or numérique, alors on peut l'associer à des pièces aussi. Quelque part, c'est un peu ça. Donc voilà, mais le champ des possibles est extrêmement grand, mais le garder et sur plusieurs années de cette manière-là, si on est souverain, c'est quand même une des meilleures manières, en tout cas, de rester exposé à cet écosystème. Donc peut-être le garder encore un petit peu. Oui, c'est vrai que c'est du long terme. C'est souvent ce qu'on dit dans cette émission. Une question de Sylvain pour vous, Stéphane. Une question de fiscalité. En France, la règle est claire. Lorsqu'on vend des crypto-monnaies contre des euros, la plus-value est imposable, nous dit-il. Mais qu'en est-il lorsqu'on effectue uniquement des échanges crypto contre crypto sans jamais revenir à la monnaie fiat? Est-ce que ces opérations intermédiaires génèrent une imposition ou bien l'impôt n'intervient-il qu'au moment du retour en euros, par exemple? Alors la réponse en France, c'est effectivement, ça ne génère aucun impôt si on échange des cryptos contre d'autres cryptos. Ce qui est presque bizarre, puisque finalement, si je possède des bitcoins que j'ai achetés pas cher et que je les revends aujourd'hui, à peu près un peu plus de 113 000 $, potentiellement, j'ai fait une grosse plus-value et je peux les revendre contre des cryptos qui seraient indexés sur l'euro, par exemple, ou sur le dollar. On va dire le marché naturel, c'est le marché dollar, mais il y a aussi des paires, bitcoin contre stablecoin euro. Oui. Il y en a moins, mais oui. Il y en a moins, mais ça existe. Et donc, je pourrais prendre une plus-value, avoir l'impression d'avoir transformer mon Bitcoin en euros et ne pas être fiscalisé. Donc c'est un petit peu étrange. Par contre, d'un point de vue juridique, d'un point de vue fiscal, on est effectivement taxé uniquement à partir du moment où il y a de l'argent qui revient sur un compte bancaire. Voilà. C'est ça. Donc la règle est relativement simple. Ça serait, la règle pourrait être différente dans d'autres pays européens ou dans d'autres parties du monde, mais en France, la règle est assez simple. L'année dernière, en période fiscale, on a l'impression que l'administration fiscale n'avait pas tellement tranché justement sur cette arrivée des cryptos sur un autre compte crypto ou sur l'achat de stablecoin, par exemple. Et si, comme le disait Morgane tout à l'heure, j'envoie des bitcoins à quelqu'un d'autre dans le monde, par exemple, est-ce qu'il y a une intervention des services fiscaux ici ou pas sur ce genre d'opération, Stéphane? Pour moi, il n'y a pas d'intervention sur les services de la part des services fiscaux si j'envoie mes bitcoins ailleurs. Ça s'apparente à un don s'il n'y a pas de contrepartie. Donc potentiellement, on pourrait me poser des questions. Mais pour moi, il n'y a pas d'impact fiscal d'envoyer des cryptos chez quelqu'un. Ça pourrait être j'achète un service, tout bêtement. Donc j'envoie mes bitcoins parce que j'ai acheté un service. Auquel cas, il n'y a pas de raison de fiscaliser cette opération-là. Voilà pour la réponse à Sylvain. Amzine vous demande, Morgane, pourquoi est-ce dangereux de trader des bitcoins contre des dollars, des US dollars? Tout à fait, très bonne question. Alors, quand on s'expose au monde du trading, déjà, trader, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment différent que de posséder et d'investir dans cet écosystème. Quand je vais trader, je ne possède pas directement les actifs. En fait, je vais miser sur la hausse ou la baisse de ces actifs. Par contre, quand j'investis, je possède réellement les actifs en question. Alors, trader sur la paire BTC-USD, en fait, je vais m'exposer à un actif qui est extrêmement volatile, qui est quand même Bitcoin. Bitcoin peut avoir des variations de prix quand même assez importantes. Et si on a 5-10% sur Bitcoin, on peut facilement se faire liquider, même si c'est simplement une mèche. Le deuxième actif sur lequel on est exposé, c'est le dollar. Le dollar, on sait qu'il suffit d'une annonce de la Fed pour que le dollar réagisse également. Ensuite, sur les plateformes de trading, ils proposent aussi un outil qui est très utilisé, c'est l'outil du levier. On peut faire des leviers de x3, x5, x10, x100. Donc là, on va prendre en fait des risques beaucoup plus importants. Et donc, ça va venir amplifier les gains, ce qui est une très bonne nouvelle, mais ça vient amplifier également les pertes. Ensuite, on est sur un marché qui ne dort jamais. À nouveau, le marché des cryptos. Donc, c'est-à-dire qu'on est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, quelqu'un qui commence à trader dans cet écosystème, eh bien, en fait, il peut avoir un stress qui est quand même beaucoup plus important que sur un marché qui ferme à un moment. Et puis, pour terminer, la plupart des traders, malheureusement, ne sont pas en gain. 80 à 90% des traders sont en perte et ceux qui sont en gain, en fait, ils ont une gestion du risque qui est extrêmement bien orchestrée et ils ont aussi une manière de fonctionner qui est très particulière. Ils ont trouvé un process qui fonctionne. Mais la plupart des gens, malheureusement, sont
perdants. Donc il faut quand même se rendre compte qu'effectivement c'est assez dangereux de trader de manière générale, que ce soit la paire BTC-USD ou d'autres crypto-actifs. Attention, on prend un peu plus de risques. Il faut avoir le cœur bien accroché. Exactement. Timo vous demande, Stéphane, quels sont les enjeux, quels seront les enjeux, et c'est une question intéressante, un petit peu plus de contexte politique, lorsque le mandat de Donald Trump se terminera. Qu'est-ce qui va se passer sur Bitcoin et Ethereum? Parce que c'est vrai que là, tout est favorable depuis son arrivée au pouvoir. Est-ce que quand il va partir, ça va continuer? Alors effectivement, depuis que Trump est arrivé au pouvoir, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé aux États-Unis en termes de regard sur l'industrie des cryptos. Il y a eu des choses très concrètes, par exemple l'émergence de la réserve américaine en Bitcoin, qui a été votée et mise en place depuis mars dernier. Un Genius Act qui va s'occuper notamment des stablecoins aux États-Unis, et un président de la SEC, donc l'autorité des marchés financiers américaine, qui a été remplacé par quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert au monde des cryptos et qui est en train de faire justement une sorte de, il interroge beaucoup de gens afin de pouvoir mettre en place une régulation qui fasse du sens pour les Américains pour pouvoir faire émerger cette industrie. Ça, c'est la partie, on va dire, visible, mais très visible par rapport à ce qu'on avait pu avoir auparavant. Il y a quand même eu ces ETF sur soit BTC ou sur ETH qui sont sortis en janvier 2024 et en juillet de l'année dernière, qui ont quand même ouvert le marché aux investisseurs institutionnels. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, c'était Trump qui était derrière tout ça. Mais en tout cas, il y a un faisceau de choses qui font qu'aujourd'hui, l'environnement réglementaire et institutionnel, il est plutôt ouvert. Après, à titre personnel, M. Trump, il a bénéficié dans une certaine mesure, voire dans une grande mesure, d'un effet d'enrichissement personnel au travers notamment de World Liberty et d'un certain nombre d'autres projets. Et là, on pourrait se poser un certain nombre de questions en termes de délit d'initié. Mon sentiment, c'est qu'il est encore là pour au moins 3 ans, et pour pas plus que 3 ans, puisque je ne pense pas que son mandat pourrait terminé être normalement, renouvelé. Pas au-delà de 2. Si on part sur 3 ans où il reste moteur sur le marché des cryptos, le marché aura pris son envol. On ne pourra pas faire de retour en arrière derrière. On ne fera pas machine arrière. Ouais. Pour moi, ça sera trop tard. Quelque part, ils ont un peu mis le pied dans la porte avec tout ce qui se passe. Et on ne reviendra pas en arrière. Sauf à ce que l'industrie des cryptos, quelque part, périclite parce que d'un point de vue technologique, il soit complètement dépassé par autre chose ou que la technologie n'arrive pas à prendre. Mais si on met ça de côté, l'impact politique de Trump, dans 3 ans, quand il va quitter le pouvoir, pour moi, il n'y aura plus d'impact politique. Très intéressant, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, notamment au niveau réglementation. Emmanuel vous demande, Morgane, je souhaiterais savoir combien de temps il faut pour miner un Bitcoin, un Ether, un Solana. Intéressante cette question. Très intéressante. Alors la première chose, c'est que Solana et Ethereum ne fonctionnent pas comme le Bitcoin. On a un mode de consensus qui est différent. Sur Ethereum, on va avoir une Proof of Stake. Sur Solana, on va avoir une Proof of History. Et sur Bitcoin, on a le fameux Proof of Work, preuve de travail. Donc le minage, malheureusement, il concerne qu'un seul des 3 actifs qui a été posé dans la question de cet auditeur, c'est Bitcoin. Alors le minage, qu'est-ce que c'est ? Pour déjà rentrer un petit peu dans le sujet, alors c'est l'image qu'on peut avoir des mineurs qui allaient dans la mine pour aller chercher de l'or. Alors idéalement, ils ne savaient pas en fait s'ils allaient tomber sur de l'or ou pas. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Ce ne sont plus des personnes, des humains, ce sont des ordinateurs, des ASIC pour être plus précise, des petites machines en fait qui vont miner et qui vont chercher à faire quoi ? Elles vont chercher à gagner un bloc. En fait, il y a une mise en concurrence de mineurs qui est faite et c'est toutes les 10 minutes qu'on a un bloc qui va être validé sur la blockchain de Bitcoin. Donc tous ces petits mineurs, ils ont vraiment intérêt à faire travailler un maximum leur puissance de calcul pour résoudre une équation mathématique, un puzzle. Et le premier qui arrive va gagner le bloc. Qu'est-ce que ça veut dire gagner un bloc ? En fait, à chaque fois qu'on a un halving, donc tous les 4 ans, on a une division de la production de Bitcoin. Au départ, il y avait un bloc toutes les 10 minutes et on gagnait 50 bitcoins. Aujourd'hui, on gagne 3,125 bitcoins toutes les 10 minutes sur la blockchain de Bitcoin. Pourquoi ? Puisqu'il y a la division, tous les 4 ans, le halving dont on a parlé. Eh bien, en fait, les mineurs, ils sont motivés par ça, puisque c'est comme ça qu'ils gagnent, en fait, de l'argent, du Bitcoin en l'occurrence, et c'est du Bitcoin qui vient de la source. On est vraiment du côté ici des producteurs, on a la source du Bitcoin, et c'est déterminé dans la Coinbase Transaction, donc dans chaque bloc,
par le halving. Voilà. Alors, pour miner du Bitcoin, c'est une très bonne idée, mais en fait, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Premièrement, pour la question du temps, j'y ai répondu, c'est toutes les 10 minutes, il y a une mise en concurrence. Donc, c'est-à-dire toutes les 10 minutes, vous avez une chance de potentiellement gagner un bloc. Maintenant, vous faites face à des industries entières. Il y a des sociétés qui sont spécialisées aujourd'hui sur le minage. Elles ont des fermes de minage entières. Donc, forcément, si vous êtes un petit mineur qui, de manière... Donc, les mineurs en solo, on dirait, qui vont qui vont essayer de rivaliser, c'est un grand mot, mais en tout cas, qui vont essayer d'avoir un bloc, ça va être extrêmement compliqué. Et donc, la solution, c'est une suggestion pour cet auditeur, c'est peut-être de mutualiser les forces. En fait, on peut rentrer dans des pools de minage et à plusieurs, on va tenter en fait d'avoir plus de puissance pour pouvoir gagner un bloc et se répartir peut-être la récompense. Moi, je pense que ça pourrait être une option. Pourquoi ? Parce qu'on est en France et en Europe de manière générale, même en Belgique, le coût de l'électricité est beaucoup trop haut. En fait, il y a deux éléments à prendre en compte quand on veut réellement miner. C'est le coût de la machine, donc le ASIC que je dois acheter, puisqu'en fait, on ne peut plus miner depuis notre ordinateur. Ça fait du bruit, il y a beaucoup de chaleur, et puis c'est pas assez puissant. Donc le ASIC, il faut l'acheter, et puis ensuite, il faut avoir un coût de revient de l'électricité qui est extrêmement faible. Et il y a des pays dans le monde, qui sont beaucoup plus propices et qui ont un coût d'électricité qui est super intéressant. Donc, à moins que vous soyez un privilégié, un élu, et que votre facture d'électricité vous revienne à moins 80 ou 90%, dans ce cas-là, peut-être, mais sinon, effectivement, ça devient très compliqué, en tout cas en Europe, d'être un mineur qui tente de se frotter aux grandes sociétés aujourd'hui qui font que ça, du minage dans des fermes entières. C'est trop gros, évidemment. Il fut un temps où c'était possible, mais c'est terminé, effectivement. Une question d'une professionnelle, et je la trouve très intéressante parce qu'elle a l'air visiblement d'avoir envie d'entrer dans cet univers en tant que professionnelle pour vendre des crypto-monnaies à des clients, mais visiblement le contexte, pour le moment, l'en empêche. Jennifer nous écrit donc, pour vous Stéphane, gestionnaire de patrimoine en banque depuis 6 ans, nous sommes actuellement restreints à la commercialisation des cryptos dans certaines banques. Je m'adresse à vous donc, les experts sur la crypto et le Bitcoin, pour savoir quels principaux critères on peut mettre en avant, quel type de client, pour quel niveau de patrimoine financier et immobilier et quel niveau de revenu. Alors, je ne sais pas si on a assez de temps pour faire un cours pour Jennifer, mais est-ce qu'on a un début de réponse à lui apporter ? Alors déjà, je pense que les cryptos s'adressent à des gens qui sont capables d'épargner. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas capables d'épargner et il faut pas aller sur un actif volatile quand on a déjà une problématique à finir la fin de mois. Donc déjà, on limite un petit peu, on va dire, la population à laquelle on peut s'adresser. Ensuite, à partir du moment où on épargne, il faut voir quel est notre horizon de temps. Il y a des gens qui épargnent et qui ont besoin de cette épargne de manière régulière, de manière certaine. Là, on est sur un actif qui est très volatile, donc forcément, il faut qu'on puisse s'adresser à des gens qui ont une épargne très longue, parce que dans ce cas-là, les cycles, on va les subir, mais en tout cas, ils auront moins d'incidence, puisqu'on ne sera pas potentiellement forcé de couper au plus mauvais moment. Le problème d'avoir des horizons très courts, c'est que quand il faut couper votre épargne, parce que vous avez un projet, parce que vous avez une obligation quelque part à récupérer votre argent pour faire votre dépense qui était prévue, à ce moment-là, vous coupez quel que soit le prix. Donc, si le prix est très haut, vous êtes super content. Et puis, si le prix est très bas, vous êtes au contraire pas très content. Donc, il faut s'adresser à des gens qui ont une épargne longue. Après, une fois qu'on a une épargne longue, la prudence veut qu'en général, on ait un peu de diversification. Et ça, c'est pas que une question d'âge, c'est une question juste de prudence, parce qu'on sait très bien que dans tous les marchés financiers, il y a des cycles. Et donc, finalement, d'avoir une petite poche dans de l'épargne longue sur des cryptos, ça fait du sens. Si on fait un petit peu de retour en arrière, de backtest, de l'intérêt d'avoir eu un petit peu de crypto dans une allocation diversifiée, on voit que c'est très intéressant sur le long terme. Donc, même si les performances passées ne présagent pas des performances à venir, ça a un intérêt d'incorporer de la crypto dans son épargne. Après, combien il faut en mettre ? Chez CoinHouse, nous, on estime qu'il ne faut pas mettre plus de 5 à 10% de son épargne liquide. C'est-à-dire que si vous avez un appartement et de l'épargne, l'appartement, il n'est pas liquide. Donc celui-là, vous ne le prenez pas en compte. Vous prenez le reste et vous dites 5 à 10% de ce montant-là, qui est placé sur du long terme, je peux le placer sur des actifs qui sont plus volatiles, mais sur lesquels je peux aussi avoir des espérances de rendement plus importantes.
Jennifer vous demande aussi, Morgane, quels arguments à présenter aux clients et surtout aux clients frileux. C'est vrai que encore aujourd'hui, quand on parle Bitcoin, les gens réagissent avec prudence et disent très vite, j'y comprends rien. Donc voilà, ça leur fait peur. Comme il y a eu le mot frileux qui a été rajouté après, comment convaincre en fait des personnes de peut-être s'intéresser à cet écosystème, clairement je resterai sur Bitcoin. Pourquoi? Si on est frileux, on ne va pas s'exposer aux altcoins ou aux petites capitalisations. Et quand on s'intéresse à Bitcoin, pourquoi est-ce que ce serait intéressant aujourd'hui de s'intéresser à notre actif, le premier de notre classe d'actifs? En fait, le retour sur investissement des 16 dernières années, toute classe d'actifs confondue, il est extraordinaire. Je veux dire, c'est mathématique. Bitcoin, je le rappelle, il était à 1 $ en 2011. Aujourd'hui, en 2025, il est à plus de 111 000. Je pense qu'il est monté à 114 000 un petit peu plus tôt dans la journée. Donc, c'est extraordinaire. Et rien que pour ça, c'est déjà intéressant de s'y intéresser. Et puis aujourd'hui, quand on regarde Bitcoin, qui s'intéresse à cet actif? En fait, c'est des entités qui courtisent Bitcoin et qui sont des pays entiers, des nations, des sociétés qui sont cotées en bourse, des institutionnels qui arrivent à coups de milliards et qui rentrent en fait dans la danse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une forme de crédibilité, il y a une forme de légitimité qui arrive, surtout depuis 2024. Et ça, pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? Eh bien parce qu'il y a l'offre et la demande. Bitcoin, ce qui fait le prix de Bitcoin, c'est son offre et sa demande. On a une offre qui est limitée. Je le rappelle, 21 millions de Bitcoin. Nous n'aurons jamais plus de 21 millions de Bitcoin. La dernière date de création sera 2140 pour Bitcoin. Et sa demande, elle explose. L'offre et la demande feront que Bitcoin, a priori, il a un avenir plutôt brillant. Donc, posséder un petit peu de cet actif d'avenir, ça a du sens. Et puis, on n'est pas obligé de s'exposer sur tout son patrimoine. Comme l'a très justement dit Stéphane, on peut mettre un petit pourcentage de son patrimoine.